Voilà. Alors, messieurs, il va falloir être court puisqu'il est 17h10 et nous devons terminer. Monsieur Kebatchev m'a demandé d'assurer la conclusion à 18h. Alors, j'ouvre peut-être d'abord pour parler un peu de ce qui a déclenché la crise, le subprime, avec Monsieur Sadoun. Subprime, est-ce un hasard ou est-ce une nécessité qui a découlé du développement des marchés financiers ? Je crois que c'est sans doute la bonne façon de poser la question. On peut soit considérer que la crise des subprimes est une sorte d'accident local, de dérèglement aberrant du marché immobilier américain, qui a certes ses caractéristiques. On peut au contraire, et c'est les éléments de réflexion que j'ai essayé de vous apporter, considérer que ce n'est que le point d'émergence, je dirais presque accidentel, bien qu'il fût programmé, d'un dérèglement fondamental de l'économie qui cherche en fait des solutions sans doute impossibles pour résoudre des équations qui n'ont sûrement pas ce type de solution. Je voudrais simplement rappeler un chiffre pour qu'on voit bien les choses. La totalité des encours des subprimes aux États-Unis, c'est 1200 milliards de dollars. C'est-à-dire que si vous aviez un plan, rêvons un peu, qui prend totalement en charge l'encours des subprimes, vous êtes très 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 en dessous de l'ensemble des destructions de valeur et des plans qui ont été mis en œuvre pour essayer de conforter l'économie. Et on sait qu'on en est très loin. Ce qui veut dire qu'on voit bien que le problème des subprimes, même s'il est important, par son ampleur, par ses difficultés, n'est pas à l'échelle des difficultés économiques mondiales qu'on connaît aujourd'hui. Le deuxième élément que je voudrais souligner, c'est qu'en fait, les subprimes n'est qu'un point d'application d'un ensemble de mécanismes qui concernent l'ensemble de l'industrie financière dans toutes ses applications. L'origine de la crise des subprimes, ce n'est qu'une illustration de la situation de surliquidité. Alors je sais que quand on parle de surliquidité aujourd'hui, ça paraît peut-être curieux, mais de surliquidité qui existait dans le monde, liée à des équilibres économiques fondamentaux, des équilibres d'échange, la création monétaire liée à la nécessité de soutenir les déficits américains, les pétrodollars, toutes choses que vous connaissez parfaitement, mais aussi des politiques monétaires extrêmement accommodantes qui cherchaient à pallier les effets de la crise précédente. Et on verra qu'en fait, la crise précédente n'était elle-même qu'une crise parmi une longue suite d'autres crises. Quelles sont... Alors, cette abondance de liquidité, je crois qu'elle s'est traduite, et je voudrais insister là-dessus, sur le marché des subprimes comme sur l'ensemble des marchés, comme toute abondance de liquidité se traduit, c'est-à-dire par une très mauvaise allocation d'actifs. Et la très mauvaise allocation d'actifs, eh bien, elle se traduit par une perte totale des repères sur l'appréciation des risques. Il y a un effondrement de l'échelle des valeurs des risques. Et pour montrer que ce n'est pas uniquement les subprimes, ce n'est pas uniquement la valorisation absolument étonnante, surprenante qu'on a connue du marché immobilier, je voudrais simplement vous donner un chiffre. La différence de spread qu'on connaissait il y a 4 ou 5 ans entre une contrepartie 3A et une contrepartie 3B, c'était de 500 à 600 points de base. Il y a 2 ans et demi, c'était 70 points de base. Et je crois que ces simples chiffres illustrent cette dégradation totale de l'appréciation du risque et qui est due à la nécessité d'investir cette surliquidité. Le deuxième phénomène qu'on a connu, et c'est bien dans la crise de subprime, c'est une décorrélation entre la véritable contrepartie qu'on oublie, c'est-à-dire pour le marché immobilier, c'est l'emprunteur, au profit d'un élément qui, là encore, n'est pas un élément propre à l'immobilier, qui est ce que j'appellerais le storytelling. C'est-à-dire que régulièrement, notre économie invente des modèles fictifs pour croire à une sorte d'isolat de croissance nouvelle. C'était, il n'y a pas si longtemps, la nouvelle économie. D'un coup, on a créé un modèle économique qui jetait aux orties toute l'orthodoxie précédente
pour essayer de croire qu'avec 100 000 euros de chiffre d'affaires, on pouvait avoir une boîte qui valait 4 milliards. Et finalement, sans être dans ces excès, on a exactement le même type d'approche. On a commencé à considérer que le marché immobilier, pour des raisons obscures, mais qui faisaient un consensus total, ne pouvait que monter indéfiniment. Et donc on s'est rentré dans une politique de cavalerie. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a eu des multiplicateurs financiers? Pourquoi est-ce qu'on a sorti les créances des bilans? Pourquoi est-ce qu'on a essayé d'avoir cet multiplicateur de rendement? Moi, je crois que il y a une première explication qui peut venir, c'est de dire c'est l'avidité humaine. Finalement, le goût du lucre est quelque chose d'imprescriptible. Si vous me permettez une toute petite seconde d'être hegelien, je considère que c'est une ruse de l'histoire et qu'en fait, c'est l'économie qui utilise ces éléments pour essayer de corriger des déséquilibres fondamentaux. Ces déséquilibres fondamentaux, ce sont les traites que nous tirons, nos sociétés occidentales essentiellement, perpétuellement sur l'avenir. La crise des subprimes, ça a été une traite tirée sur la consommation, sur la nécessité de la consommation. Ça a été aussi une traite tirée sur la nécessité de suppléer par un effet de richesse l'absence de croissance des revenus des ménages. Mais les plus grands déséquilibres que nous connaissons, c'est par exemple nos systèmes de retraite. Vous avez tous vu ce dessin que j'aime beaucoup et qui, à mon avis, est une excellente synthèse de la crise. Vous avez quelqu'un de célèbre qui s'appelle Bernie Maddox, qui est vraisemblablement dans un des bureaux de la SEC. Alors, il est en train d'être questionné par des inspecteurs de la SEC. Et il y en a un des inspecteurs qui dit « Monsieur Madoff, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de payer les anciens investisseurs avec l'argent des nouveaux ?» Et Bernie Madoff répond « Eh bien, ce sont nos systèmes de protection sociale. » Et je crois que c'est exactement la synthèse de la crise. Nous avons besoin, l'industrie financière et le truchement par lequel l'économie essaye de compenser les traites qui sont tirées sur l'avenir. Et c'est l'explication, à mon avis, de ces fameux 15%, qui sont d'ailleurs devenus 20 à 25% de rentabilité, parce que si vous regardez aujourd'hui qui tient l'économie mondiale, qui investit, essentiellement ce sont les fonds de pension. La bourse est détenue majoritairement, aujourd'hui les bourses mondiales sont détenues majoritairement par des fonds de pension. Et les fonds de pension, je vais bientôt terminer, les fonds de pension, ils ont besoin d'avoir des taux de rentabilité qui sont de 15, 20 à 25% pour pouvoir équilibrer les engagements qu'ils ont de retraite, servir les pensions. Et je crois que c'est pour ça que je pense que toutes les solutions qu'on peut apporter ne doivent pas être uniquement des solutions techniques, ce ne sont pas des dysfonctionnements techniques, c'est essentiellement un pacte social, c'est, excusez-moi, puisqu'on attaque beaucoup les banquiers, je vais attaquer un peu d'autres acteurs, je crois que c'est l'incapacité générale de fonder notre pacte social, nos équilibres sociaux, sur d'autres choses qu'un recours permanent au crédit et à transférer sur l'avenir nos engagements, c'est-à-dire l'impossibilité de faire des réformes de fond économiques et sociales qui conduisent immanquablement à croire que l'alchimie financière apportera une solution. Merci, Monsieur Sadoun.